Quand j'ai commencé mes recherches sur les cathédrales gothiques, je m'attendais à l'histoire conventionnelle, la foi médiévale, l'évolution architecturale graduelle sur des siècles. Mais les photographies des années 1860 mètres ont montré autre chose. Notre-Dame, Chartres, Cologne, toutes présentaient des systèmes hydrauliques identiques sous leur fondation. Des canaux qui, selon leur positionnement par rapport aux strates géologiques, précédaient les dates de construction documentées. L'enquête municipale sur les eaux de Paris de 1867 révélait un réseau de réservoirs souterrains aboutissant aux fondations des cathédrales avec des mécanismes de valves dépassant l'ingénierie hydraulique du XIXe siècle. Les blocs de calcaire des fondations présentaient des motifs d'érosion hydraulique nécessitant au minimum 200 ans d'exposition, pourtant positionnés sous des constructions du XIIIe siècle. Les notes de restauration de Viollet-le-Duc évitaient explicitement de décrire ces systèmes souterrains préexistants. Sur la carte de Danville de 1754, la Grande Tartarie affichait des symboles architecturaux correspondant au plan des cathédrales. Ces structures n'ont pas été construites par la foi, elles ont été héritées par l'ignorance. Je m'attendais à trouver des techniques de construction médiévale simples, des fondations creusées à la main, des pierres assemblées avec patience et foi, mais ce que j'ai découvert sous les cathédrales françaises ressemblait à un système d'ingénierie intégré que personne n'aurait dû pouvoir construire avec des outils du XIIIe siècle. Les plans de la cathédrale de Strasbourg de 1878 montraient quelque chose d'étrange. Les photographies d'archives de la Bibliothèque nationale de Paris révélaient des canaux souterrains exposés pendant les rénovations haussmanniennes des années 1860. Les gravures en coupe transversale du dictionnaire de Viollet-le-Duc omettaient délibérément les détails des fondations inférieures. Pourquoi ? Les blocs de fondation présentaient des bases parfaitement nivelées sur des portées de plus de 100 mètres. Les notes des géomètres du XIXe siècle le confirmaient. Pourtant, le récit officiel prétend que des maçons médiévaux ont nivelé ces pierres à la main, 100 mètres, à la main. Avec quelle précision, avec quels instruments ? Les canaux souterrains présentaient des angles d'inclinaison constants de 2-3 degrés sur plusieurs sites de cathédrales. Cette précision nécessitait une instrumentation qui n'a été inventée que dans les années 1820. Pas au XIIIe siècle, pas au XVe siècle, dans les années 1820. Et puis il y avait les vannes. Des systèmes de valves hydrauliques utilisant des raccords en laiton avec des motifs de filetage ne correspondant à aucune fabrication européenne connue avant les années 1790. Des vannes installées sous des cathédrales censées avoir été construites 500 ans plus tôt. J'ai commencé à chercher les archives de construction. Tous les registres de construction des cathédrales antérieures à 1789 ont disparu pendant la réorganisation des archives de la Révolution française. Tous, les inventaires épiscopaux de 1650 à 1720 mentionnaient des aqueducs anciens sous les fondations, mais les documents originaux ont disparu des registres ecclésiastiques entre 1790 et 1810. Les cartes municipales des conduites d'eau de 1800 à 1840 excluaient systématiquement les zones des fondations des cathédrales. Des espaces vides sur des relevés par ailleurs complets, comme si quelqu'un avait décidé que ces zones ne devaient pas être documentées. Les réseaux de canaux hydrauliques reflétaient les géométries des systèmes d'irrigation documentés dans les relevés d'Asie centrale du XVIIIe siècle avant l'expansion coloniale russe. Les modèles de distribution de pression hydraulique suggéraient un seul système intégré conçu pour l'amplification de la résonance acoustique. Pas des bâtiments isolés, des nœuds dans un réseau continental hydraulique harmonique. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'impossible concernant la pierre elle-même, quelque chose qui réapparaîtrait dans chaque cathédrale que j'ai étudiée. Je m'attendais à trouver des carrières documentées, des registres de propriété, des traces de transport. L'histoire conventionnelle des cathédrales gothiques parle de vastes opérations d'extraction de pierres s'étendant sur des décennies, mais les preuves racontaient une histoire différente. Les daguerréotypes des années 1840 montraient des carrières médiévales avec une extraction à l'échelle industrielle, des équipements à vapeur déjà en place, pas des outils médiévaux, des machines du XIXe siècle dans des carrières censées avoir été actives 600 ans plus tôt. Les cartes d'enquête géologique de 1855 à 1870 marquaient les gisements de calcaire avec des notes épuisées, date inconnue. Comment peut-on ne pas savoir quand une carrière a été épuisée si elle a été activement exploitée pendant la construction médiévale ? Les échantillons de pierres de cathédrale archivés au Muséum national d'histoire naturelle de Paris présentaient des structures cristallines nécessitant plus de 500 ans de formation. Pourtant, ces mêmes blocs présentaient des marques d'usinage cohérentes avec des outils de coupe rotatifs, une technologie officiellement inventée dans les années 1840. Les blocs de calcaire de Chartres contenaient des organismes marins fossilisés de la période Crétacée, vérifiés par les études paléontologiques des années 1890, des fossiles anciens dans des pierres portant des marques d'outils modernes. Comment ?
Les calculs de transport montraient que déplacer plus de 200 000 tonnes sur 40 à 80 km en utilisant des méthodes médiévales nécessiterait 800 ans d'opération continue. Pourtant, la chronologie officielle prétend des périodes de construction de 30 à 50 ans. Les chiffres ne fonctionnent tout simplement pas. J'ai cherché les registres de propriété des carrières. Tous les registres de propriété des carrières antérieurs à 1750 étaient absents des archives régionales. Les registres des guildes de tailleurs de pierre de 1200 à 1400, la période du prétendu pic de construction des cathédrales, ne contenaient aucune référence à des opérations de carrière à grande échelle, zéro. Les registres fiscaux des régions de carrière ne montraient aucun pic d'activité économique correspondant aux périodes de construction alléguées. Si des dizaines de milliers d'hommes avaient extrait et transporté des millions de blocs de pierre pendant des décennies, où sont les enregistrements fiscaux? Où sont les transactions commerciales? Les sites de carrière s'alignaient géométriquement avec les emplacements des cathédrales le long de motifs de lignes laies documentés dans les cartes de géomètres du XVIIIe siècle supprimées. L'analyse de la composition de la pierre révélait des signatures minérales identiques dans des cathédrales séparées de plus de 400 km. Une source d'extraction centralisée précédant les frontières politiques régionales. Mais la pierre elle-même n'était que la moitié du mystère. La véritable impossibilité était ce qui la maintenait ensemble. Je m'attendais à des composés simples à base de chaux. Les techniques de mortier médiéval sont bien documentées dans les textes d'architecture. Du moins, c'est ce qu'on m'avait enseigné. Mais les analyses de laboratoire révélaient autre chose. Les rapports d'analyse de l'Académie des sciences françaises des années 1880 montraient des compositions de mortier anomales. Pas de simple mélange de chaux et de sable. Quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Les plaques photographiques au microscope de 1890 à 1900 révélaient des structures cristallines dans les échantillons de mortier des cathédrales. Des structures que je n'aurais pas dû voir dans du mortier médiéval. La correspondance privée de Viollet-le-Duc, archivée mais non publiée, décrivait des substances liantes anciennes d'origine inconnue. L'analyse chimique révélait du ciment hydraulique contenant des composés pouzzolaniques, de la cendre volcanique, dans des cathédrales situées à plus de 800 km du dépôt volcanique le plus proche. Comment la cendre volcanique est-elle arrivée dans ce mortier? Qui l'a transportée? Pourquoi? Les tests de résistance du mortier menés de 1875 à 1895 montrèrent une résistance à la compression dépassant celle du ciment Portland. Le ciment Portland a été inventé en 1824. Ce mortier a été coulé, selon la chronologie officielle, 500 ans plus tôt. Pourtant, il était plus résistant. La datation au carbone d'inclusion organique dans les échantillons de mortier donnait des dates de 200 à 400 ans, plus anciennes que les dates officielles de construction des cathédrales, systématiquement rejetées comme contamination. Chaque fois, chaque échantillon daté trop vieux était expliqué par la contamination. J'ai cherché les recettes de production de mortier. Toutes les recettes de production de mortier ont disparu des registres monastiques après 1750. Les textes alchimiques de 1300 à 1500 décrivant des substances liantes perpétuelles ont été retirés des catalogues de bibliothèques pendant les programmes de modernisation des années 1840 à 1860. Les archives des fabricants de ciment industriel de 1820 à 1860 contenaient des sections supprimées, des lacunes dans les numéros de pages visibles, correspondant au chapitre d'analyse du ciment historique. Pourquoi supprimer des analyses du ciment historique? Qu'ont-ils trouvé qu'ils ne voulaient pas publier? La composition du mortier correspondait aux échantillons des sites architecturaux d'Asie centrale, documentés dans les relevés impériaux russes des années 1850 à 1870, avant leur destruction systématique. La distribution des agents liants suggérait une connaissance de la chimie des géopolymères, des composés à base de silicate nécessitant une compréhension des liaisons moléculaires. Pas une chimie médiévale, une chimie avancée. Et puis j'ai levé les yeux vers les voûtes qui défiaient tout ce que je comprenais de la physique. Je m'attendais à voir un développement progressif de l'ingénierie médiévale. Les premières voûtes en berceau évoluant vers des voûtes d'arêtes, puis vers les voûtes nervurées gothiques élaborées. Une progression logique sur des siècles. Mais ce n'était pas ce que montrèrent les archives. Les dessins de compétition architecturale des années 1840 à 1860 montraient les tentatives ratées d'ingénieurs pour reproduire les techniques de voûtement gothique, des ingénieurs du XIXe siècle avec des mathématiques avancées et des outils modernes, incapables de reproduire ce que des maçons médiévaux auraient prétendument accompli avec des outils primitifs. Les études de mesures acoustiques de 1885 à 1900 documentaient les fréquences de résonance dans les voûtes des cathédrales. Des diagrammes d'analyse des contraintes révélaient des modèles de distribution de charges inexplicables par les connaissances médiévales documentées. Les voûtes nervurées atteignaient des distances de portée en pierre nécessitant une compréhension mathématique des courbes caténaires, officiellement découvertes dans les années 1690, mises en œuvre architecturalement à partir des années 1750, pas au XIIIe siècle.
L'analyse acoustique montrait que les voûtes étaient accordées à des rapports de fréquences spécifiques basés sur la série harmonique, avec une précision nécessitant une instrumentation non disponible avant les années 1870. Pourtant, ces voûtes existaient depuis prétendument 600 ans. La sculpture de pierre présentait une précision guidée par ordinateur. Les blocs s'emboîtaient avec des tolérances de 0,5 mm sur des portées de plus de 40 mètres, 1/2 mm sur 40 mètres, avec des ciseaux et des marteaux. Tous les traités architecturaux décrivant les méthodes de construction des voûtes ont disparu entre 1780 et 1820. Les papiers personnels des architectes des cathédrales ont été systématiquement détruits pendant la période révolutionnaire française. Explication officielle, purge anticléricale. Pourtant, les documents architecturaux laïques de la même période ont survécu intacts. Les registres des sociétés d'ingénierie de 1820 à 1860 contenaient des discussions supprimées, enregistrées dans les procès-verbaux des réunions, mais les manuscrits retirés. Discussions sur les capacités médiévales inexplicables. La géométrie des voûtes reflétait les plateformes d'observation astronomique documentées dans les villes d'Asie centrale pré-coloniale. L'accord acoustique suggérait une intégration avec les systèmes de pression atmosphérique, les voûtes comme résonateurs harmoniques au sein d'un réseau énergétique continental. La précision de la sculpture de pierre indiquait un héritage de technologie de manipulation lithique, pas un développement médiéval graduel, un héritage. Et cela nous amène aux fenêtres, qui n'étaient pas des fenêtres du tout. Elles étaient quelque chose d'entièrement différent. Et c'est exactement là que commence le prochain chapitre. Je m'attendais à trouver un développement graduel de l'artisanat médiéval, les premières fenêtres simples évoluant vers les vitraux élaborés, des techniques transmises de maître à apprenti sur des générations. Mais ce que j'ai découvert était une apparition soudaine de chimie verrière avancée et de précision optique impossible avec la technologie médiévale documentée. Les plaques d'analyse spectroscopique des années 1880 à 1900 montraient les compositions élémentaires du verre des cathédrales. Des échantillons du verre bleu de Chartres révélaient des concentrations d'oxyde de cobalt, des comparaisons photographiques entre le verre médiéval et les tentatives de reproduction du XIXe siècle montraient des différences de qualité frappantes. Le verre des cathédrales contenait des éléments de terre rares, néodyme, praséodyme, nécessitant des températures de four supérieures à 1400 degrés Celsius. Une technologie officiellement indisponible jusqu'aux fours industriels des années 1850, pas au XIIIe siècle, dans les années 1850. Les tests optiques révélaient des motifs de diffraction de la lumière délibérée, suggérant une compréhension de la théorie ondulatoire. Formalisée dans les années 1800, les variations d'épaisseur du verre atteignaient une cohérence de plus ou moins 0,2 mm sur les panneaux, une précision nécessitant des procédés modernes de verre flotté. Comment des verriers médiévaux ont-ils atteint une cohérence de 0,2 mm? Avec quels instruments ont-ils mesuré cette précision? Comment ont-ils contrôlé la température du four avec une telle exactitude? Tous les registres des guildes de verriers antérieurs à 1750 étaient absents des archives françaises. Les descriptions des fours à verre des monastères ont été systématiquement retirées des inventaires ecclésiastiques pendant la période 1790 à 1820. Les traités de chimie de 1300 à 1500 décrivant des formulations de verre céleste ont disparu des catalogues de bibliothèques, marqués comme relocalisés sans aucun registre de destination. Relocalisés où? Par qui? Pourquoi? Les compositions de verre correspondaient aux échantillons des sites architecturaux de la route de la soie, documentés avant leur destruction systématique. L'analyse de fréquence des couleurs suggérait une intégration avec les systèmes acoustiques des voûtes, le verre comme modulateur de fréquences lumineuses au sein d'une infrastructure harmonique. L'approvisionnement en éléments de terre rares impliquait un réseau commercial continental précédant le commerce médiéval européen officiel, du néodyme et du praséodyme transportés sur des milliers de kilomètres. Pourquoi? Pour fabriquer du verre décoratif? Ou pour quelque chose de plus fonctionnel? Mais le verre n'était que ce que nous pouvions voir. Ce que j'ai trouvé enterré sous les sols a tout changé. Je m'attendais à trouver des chambres funéraires médiévales, des cryptes contenant les restes d'évêques et de nobles, des espaces documentés et accessibles. Mais les plans municipaux de rénovation des années 1840 à 1880 montraient des zones inexplorées sous les cathédrales délibérément exclues des relevés. Des photographies rares de cryptes ouvertes des années 1860 à 1890 montraient des portes scellées avec des marques de maçonnerie précédant la construction officielle des cathédrales. Des croquis d'enquêtes archéologiques représentant des fragments architecturaux retirés avant le recèlement. Les chambres scellées contenaient des débris de taille de pierre avec des motifs de carottes de forage impossibles avant la technologie rotative des années 1850.
Les tests acoustiques révélaient des voûtes souterraines supplémentaires avec des dimensions géométriques correspondant aux proportions de la cathédrale supérieure, suggérant une structure intégrée à plusieurs niveaux. Les études de radar à pénétration de sol de la fin du XXe siècle, supprimées de la publication, montraient des réseaux de canaux s'étendant sur plus de 200 mètres au-delà des empreintes des cathédrales. 200 mètres, sous les rues, sous les bâtiments voisins, un réseau invisible sous la ville. Tous les registres d'accès aux cryptes ont disparu des archives de l'Église après 1789. Les rapports d'inspection épiscopale de 1650 à 1750 mentionnaient des sanctuaires inférieurs d'origine ancienne, mais les documents originaux ont été retirés pendant les consolidations d'archives. Les permis d'excavation archéologique pour les terrains des cathédrales ont été systématiquement refusés de 1820 à 1900. Explication officielle, préoccupation de préservation structurelle. Préoccupation de préservation structurelle pour des excavations souterraines qui n'affecteraient pas la structure au-dessus, ou préoccupation pour ce qui pourrait être découvert. Les orientations des chambres scellées s'alignaient avec les positions solaires des solstices et des équinoxes, suggérant une intégration astronomique au sein d'un réseau continental. Les fragments architecturaux retirés, documentés dans des notes d'inventaire dispersées, montraient des mécanismes de vannes hydrauliques et des conceptions de chambres de résonance. Les réseaux souterrains reflétaient les dispositions de villes souterraines documentées dans les relevés archéologiques d'Asie centrale. Pas des chambres funéraires isolées, des systèmes urbains intégrés. Pourquoi sceller des chambres? Pourquoi retirer des fragments architecturaux et ensuite resceller les espaces? Si ces chambres ne contenaient que des tombes médiévales, pourquoi interdire l'accès? Pourquoi supprimer les photographies? Et puis j'ai trouvé les registres qui n'étaient pas censés exister, ce qui prouvait l'effacement systématique. Je m'attendais à trouver des travaux de préservation, des efforts consciencieux du XIXe siècle pour sauver les cathédrales médiévales en détérioration. Viollet-le-Duc était célébré comme le grand restaurateur du patrimoine gothique français, mais les photographies de comparaison après des années 1840 à 1890 montraient des altérations radicales présentées à tort comme de la restauration. Les carnets privés de Viollet-le-Duc, archivés mais non publiés, contenaient des croquis d'éléments anomaux retirés, pas préservés, retirés. Les registres municipaux d'élimination des déchets montraient des tonnes de maçonnerie médiévale déversées dans la Seine entre 1850 et 1870. Des tonnes de pierres d'origine jetées dans la rivière. Pourquoi? Si l'objectif était la préservation, pourquoi jeter les pierres d'origine? Les éléments restaurés présentaient une qualité de construction inférieure comparée au travail original, l'opposé de la progression technologique attendue. L'analyse chimique des pierres de remplacement révélait une extraction moderne de carrière datant d'après 1840. Pourtant, les registres officiels prétendaient une reconstruction médiévale authentique. Les fragments architecturaux retirés, survivant dans des collections de musées dispersés, montraient une précision d'usinage dépassant le travail de remplacement de plusieurs ordres de grandeur. Les pierres enlevées étaient supérieures aux pierres installées. Encore une fois, l'opposé de ce à quoi on s'attendrait. Toutes les propositions de projets de restauration ont disparu des archives gouvernementales, seuls les rapports d'achèvement survivent, pas de plans initiaux, pas de justification, pas de budget préliminaire, juste les rapports finaux décrivant ce qui avait été fait. Les registres des entrepreneurs maçons ont été systématiquement détruits après l'achèvement des projets. Explication officielle, pratique commerciale standard. Vraiment, détruire tous les registres de chaque projet de restauration majeur, c'est une pratique commerciale standard. Les studios de photographie engagés pour documenter le travail de restauration ont subi des incendies mystérieux entre 1870 et 1890, détruisant les archives de négatifs. Les quelques photographies qui ont survécu montraient des éléments architecturaux avant leur retrait, puis plus rien. Pas de documentation du processus de retrait, pas de documentation de ce qui a été trouvé. Les éléments retirés incluaient systématiquement des connexions de canaux d'eau, des chambres de résonance acoustique et des caractéristiques d'alignement géométrique. Le démantèlement systématique d'une infrastructure énergétique intégrée. Le timing de la restauration, des années 1840 aux années 1880, coïncidait exactement avec l'expansion coloniale dans les territoires tartares d'Asie centrale. Effacement simultané de preuves architecturales à travers les continents. En France, on retirait les systèmes hydrauliques des cathédrales. En Asie centrale, on détruisait des villes entières. En même temps, même période, même type d'effacement. Mais pourquoi? Pourquoi effacer systématiquement les preuves d'une technologie supérieure? À moins que la réponse ne menace quelque chose de fondamental dans notre compréhension de l'histoire elle-même, je m'attendais à trouver des variations régionales dans la construction des cathédrales, des techniques françaises différentes des techniques allemandes, des approches espagnoles distinctes des approches anglaises.
Mais ce que j'ai découvert était la répétition d'impossibilités identiques, de modèles de documentation manquantes et de tromperies de restauration à travers toutes les cathédrales gothiques européennes, suggérant une réécriture historique coordonnée. Les tableaux d'analyse comparative montraient des lacunes chronologiques de construction identiques dans plus de 40 cathédrales européennes. Les cartes d'archives représentaient des campagnes de restauration simultanées de 1840 à 1880 à travers l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Angleterre. Une collection d'excuses similaires pour la documentation perdue dans les archives ecclésiastiques de 8 pays différents. Les mêmes excuses, les mêmes périodes, les mêmes lacunes. Les cathédrales gothiques à travers l'Europe présentaient des systèmes hydrauliques de fondation identiques, étudiés de 1850 à 1900, suggérant une infrastructure continentale unique plutôt que des projets médiévaux indépendants. L'analyse chimique du mortier révélait des compositions correspondantes dans des cathédrales séparées de plus de 2000 km, les fréquences d'accords acoustiques s'alignaient en série harmonique à travers le réseau de cathédrales. Coïncidence impossible pour des constructions médiévales prétendument indépendantes. 40 cathédrales, accordées harmoniquement, séparées par des milliers de kilomètres. Comment ? Les registres de construction antérieurs à 1750 étaient absents des archives en France, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en Pologne. Lacunes de documentation identiques à travers les frontières politiques. Toutes les archives de cathédrales ont subi une réorganisation de 1790 à 1840 avec la même explication, modernisation. Les traités architecturaux médiévaux décrivant les techniques de construction gothique ont disparu à l'échelle du continent pendant la même fenêtre temporelle étroite. En France, disparu. En Allemagne, disparu. En Espagne, disparu. En Angleterre, disparu. Tous pendant la même période de 50 ans. L'alignement du réseau de cathédrales correspondait au motif de grille continentale documenté dans les cartes de géomètres supprimées du XVIIIe siècle étiquetées « territoire tartare ». Les géométries des canaux hydrauliques suggéraient un seul système intégré conçu pour la résonance harmonique à travers des milliers de kilomètres. Le timing de l'effacement documentaire correspondait exactement à l'expansion coloniale dans les sites architecturaux d'Asie centrale, suppression simultanée de preuves sur les deux continents. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce que cela signifiait réellement. Pas des bâtiments isolés, construits par des cultures séparées, un réseau continental, un système unique, une civilisation. Avant de continuer, si vous êtes toujours là, si vous ressentez cette même étincelle que j'ai ressentie en commençant ce voyage, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant, pas pour l'algorithme, mais parce que ça me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veut vraiment la vérité. L'un des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes, parce que ce qui vient ensuite va recadrer tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire humaine. Je m'attendais à comprendre la fonction religieuse des cathédrales, des espaces conçus pour inspirer la dévotion, des architectures symbolisant la foi. Mais en synthétisant les preuves hydrauliques, acoustiques et géométriques, j'ai découvert une technologie intégrée de récupération et de distribution d'énergie se faisant passer pour une architecture spirituelle. Les diagrammes d'ingénierie superposant les canaux hydrauliques, les chambres de résonance acoustique et les alignements géométriques révélaient quelque chose d'impossible. Les études scientifiques du XIXe siècle, supprimées de la publication grand public, documentaient des anomalies électromagnétiques près des fondations des cathédrales. Des photographies de comparaison montraient des caractéristiques décoratives identiques dans les cathédrales et les sites de distribution d'énergie d'Asie centrale. Pas des similarités vagues, des conceptions identiques. Les fondations des cathédrales fonctionnaient comme des générateurs de différentiels de pression. Les canaux d'eau souterrains créaient des différentiels de tension mesurables, documentés dans de rares études de physique des années 1880 à 1900. Les voûtes gothiques concentraient les fluctuations électromagnétiques atmosphériques, un effet inexplicable par des intentions décoratives médiévales. Les vitraux modulaient des fréquences lumineuses spécifiques correspondant à la résonance harmonique des systèmes de voûtes, précision suggérant une manipulation énergétique délibérée. Pas de la décoration, de l'ingénierie. Toutes les enquêtes scientifiques du XVIIIe siècle sur les phénomènes atmosphériques des cathédrales ont disparu des archives des académies après 1820. Les études de Benjamin Franklin sur la foudre dans les cathédrales européennes, référencées dans sa correspondance, n'ont jamais été publiées. Les manuscrits ont disparu. Les textes médiévaux décrivant les cathédrales comme des maisons de puissance ont été systématiquement reclassés comme langage religieux métaphorique pendant les réformes académiques des années 1840 à 1880, maisons de puissance devenant métaphore, description littérale devenant symbolique. Pourquoi cette reclassification ? La conception du système énergétique reflétait la technologie de récupération de l'électricité atmosphérique documentée dans les villes d'Asie centrale pré-coloniale. L'intégration hydraulique acoustique électromagnétique suggérait une compréhension civilisationnelle de la physique du champ unifié.
un système de connaissances perdu lors d'un événement de discontinuité. Les cathédrales révélées comme des nœuds d'infrastructures hérités au sein d'un réseau énergétique continental, reconverties en bâtiments religieux par une culture successeur incapable de comprendre la fonction originale, pas construite pour Dieu, héritée et mal comprise. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'étaient pas des structures isolées, c'étaient des terminaux dans un réseau continental. Un réseau qui s'étendait bien au-delà de l'Europe. Je m'attendais à maintenir le cadre historique conventionnel, à trouver des explications alternatives qui ne remettraient pas en question le récit établi. Mais les preuves accumulées ne permettaient qu'une seule conclusion cohérente, quelque chose que les cartes du XVIIIe siècle appelaient Tartarie. Les cartes du XVIIIe siècle montraient la Grande Tartarie couvrant de vastes territoires. Des photographies comparatives juxtaposaient les cathédrales gothiques avec des sites architecturaux d'Asie centrale datant d'avant leur destruction. Les rapports archéologiques supprimés documentaient des techniques de construction identiques à travers le continent eurasien. Les caractéristiques architecturales rejetées comme des similitudes coïncidentes révélaient des principes d'ingénierie identiques sur une portée de plus de 8000 km. Impossibilité statistique pour un développement indépendant. L'analyse de la chronologie de construction montrait que les cathédrales gothiques et les structures d'Asie centrale émergeaient simultanément dans les registres historiques des années 1700 à 1800. Pas graduellement sur la période médiévale. Le niveau technologique dépassait les capacités documentées de l'Europe médiévale et de l'Asie centrale tribale, suggérant un héritage d'une civilisation avancée antérieure. Toutes les références à la Tartarie ont été systématiquement retirées des programmes éducatifs de 1850 à 1900. Les cartes montrant les territoires tartares ont été redésignées comme idées fausses historiques, malgré leur apparition dans les atlas officiels jusqu'aux années 1800. Les preuves archéologiques de continuité architecturale eurasienne ont été enterrées dans des collections d'archives restreintes. Accès refusé aux chercheurs indépendants. Pourquoi restreindre l'accès si les preuves ne contredisent pas le récit officiel ? Le cadre tartare expliquait toutes les impossibilités accumulées. Apparition soudaine de technologies avancées, héritage, pas invention, documentation médiévale manquante, confusion post-discontinuité, effacement systématique du XIXe siècle, consolidation d'un récit historique faux, réseau d'infrastructures continentales, vestiges d'une civilisation unifiée. Les cathédrales gothiques, révélées comme terminaux occidentaux du réseau énergétique tartare, reconvertis par une population successeur en monuments religieux. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce que cela signifiait. Tartarie n'était pas une théorie marginale, c'était la seule explication cohérente. Une civilisation qui utilisait l'eau, la géométrie, la résonance et la pression comme un système intégré. Une civilisation qui créait de belles structures qui étaient aussi des machines fonctionnelles. Mais si la Tartarie était réelle, si cette civilisation avancée existait et a disparu, que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui pourrait effacer quelque chose d'aussi sophistiqué ? Je m'attendais à trouver un déclin graduel. Des siècles de détérioration lente alors que la civilisation s'affaiblissait. Mais les preuves montraient une discontinuité catastrophique rapide. Un remplacement soudain de population, une perte de connaissances et un héritage architectural par une culture successeur technologiquement inférieure. Les études démographiques de population montraient des lacunes inexpliquées de 1750 à 1820. Les registres paroissiaux documentaient des événements de mortalité massifs suivis d'une repopulation sans documentation de survivants. Les photographies des villes du début du XIXe siècle montraient des habitants éclipsés par l'architecture environnante, des bâtiments conçus pour une échelle de population différente, des portes trop grandes, des plafonds trop hauts, des espaces trop vastes. La population successeur, documentée à partir des années 1800, ne démontrait aucune compréhension de la fonction de l'infrastructure héritée, traitant les systèmes énergétiques comme des caractéristiques religieuses décoratives. Les efforts de restauration endommageaient ou retiraient systématiquement des éléments fonctionnels tout en préservant des détails décoratifs non fonctionnels. Le modèle opposé attendu si les restaurateurs comprenaient le but original. Le fossé des connaissances apparaissait soudainement, pas graduellement. Les ingénieurs du XIXe siècle incapables de reproduire les réalisations médiévales malgré une technologie documentée supérieure. Comment des ingénieurs avec des mathématiques avancées et des outils modernes ne pouvaient-ils pas reproduire ce que des maçons médiévaux auraient prétendument accompli ? Tous les registres de recensement de population antérieures à 1800 présentaient une uniformité suspecte à travers l'Europe, suggérant une fabrication rétrospective plutôt qu'un enregistrement contemporain. Les registres de mortalité paroissiale de 1750 à 1820 montraient des retraits systématiques de pages. Explication officielle, dégâts des eaux. Pourtant, les pages environnantes étaient intactes.
Les témoignages de survivants du début des années 1800 faisaient référence au temps d'avant et aux anciens, mais systématiquement rejetés comme folklore dans les récits historiques officiels. L'événement de discontinuité expliquait la transition de la civilisation tartare infrastructure continentale, technologie avancée, culture unifiée vers le système moderne d'État-nation. Connaissances fragmentées, architecture héritée, récits historiques faux, le remplacement catastrophique de populations expliquait la perte de connaissances. La culture successeur hérite des bâtiments sans compréhension. La chronologie, de 1750 à 1820, correspondait exactement à la disparition du territoire tartare des cartes et à l'effacement systématique des archives. Et cela nous amène à ce qui se trouve en dessous, à ce qu'ils ont enterré, ce qu'ils ont scellé, ce qu'ils voulaient désespérément cacher. Et c'est exactement là que commence le prochain chapitre. Je m'attendais à trouver des embarras historiques mineurs, des erreurs de datation, des attributions incorrectes. Mais ce que j'ai découvert était l'enterrement systématique d'artefacts technologiques, d'éléments architecturaux et de preuves documentaires prouvant une civilisation avancée pré-discontinuité. Les registres de construction municipaux documentaient des tunnels comblés et des chambres scellées sous les villes européennes de 1820 à 1880. Des photographies rares de sites d'excavation montraient des artefacts retirés avant leur réenterrement. Les cartes d'enquête archéologique marquaient des zones inexplorées, systématiquement exclues de la planification urbaine officielle. Les réseaux de canaux enterrés s'étendaient au-delà des fondations des cathédrales dans l'infrastructure à l'échelle de la ville. Des systèmes hydrauliques desservant des zones urbaines entières, pas des bâtiments religieux isolés. Les chambres scellées contenaient des vestiges technologiques documentés dans des notes d'inventaire éparses avant le réenterrement. Récipients sous pression, résonateurs acoustiques, bobines électromagnétiques, des dispositifs sans analogue médiévaux. Les enquêtes de radar à pénétration de sol révélaient des fondations architecturales sous les villes médiévales précédant les dates de construction officielles de plusieurs siècles. Preuves physiquement enterrées sous le développement moderne. Tous les registres d'excavation antérieurs à 1850 ont disparu des archives municipales. Les découvertes archéologiques de projets de construction urbains, documentés dans les notes des entrepreneurs, disparaissaient entre la découverte et le catalogage au musée. Les studios de photographie documentant les excavations subissaient une destruction systématique, archives de négatifs brûlés, plaques brisées, images survivantes confisquées pour préservation. Préservation signifiant suppression. L'infrastructure enterrée révélait l'ampleur de la civilisation tartare. Pas des bâtiments isolés, mais des systèmes continentaux intégrés. Les artefacts technologiques prouvaient des connaissances d'ingénierie avancée, hydraulique sous pression, acoustique harmonique, manipulation électromagnétique. La dissimulation systématique démontrait la suppression délibérée par la culture successeur des preuves du prédécesseur. Le maintien du récit historique nécessitait l'effacement physique. Pourquoi enterrer des canaux fonctionnels? Pourquoi sceller des chambres contenant de la technologie? Pourquoi détruire des photographies de découverte? À moins que ces découvertes ne contredisent le récit que quelqu'un avait besoin de maintenir. Et cela nous amène à l'impossibilité finale, celle qui prouve sans aucun doute que nous ne récupérons pas l'histoire. Nous découvrons l'effacement. Et c'est exactement là que commence le dernier chapitre. Je m'attendais à ce que les fondations des cathédrales soient la limite de la découverte, mais les scans de radar à pénétration de sol divulgués montraient des structures de cathédrales souterraines complètes sous les bâtiments médiévaux existants, prouvant l'architecture héritée, la discontinuité catastrophique et la falsification historique systématique. Les rapports archéologiques supprimés documentaient des découvertes de niveaux inférieurs pendant les travaux de réparation des fondations. Des diagrammes comparatifs montraient l'alignement architectural entre les structures enterrées et visibles, prouvant une conception intégrée unique. Les niveaux de cathédrales enterrées présentaient une qualité de construction supérieure comparée aux structures médiévales visibles au-dessus. L'opposé de la progression technologique attendue. Encore une fois, le travail inférieur au-dessus du travail supérieur. Les niveaux inférieurs contenaient des systèmes hydrauliques intacts, des chambres acoustiques et des alignements géométriques. Infrastructures fonctionnelles délibérément scellées plutôt que détériorées. La datation au carbone d'éléments architecturaux enterrés donnait des dates précédant la construction officielle des cathédrales de plus de 500 ans. Preuve systématiquement supprimée de la publication académique. Toutes les enquêtes de radar à pénétration de sol menées avant 1990 ont été classifiées ou détruites. Les permis d'excavation archéologique pour les zones souterraines des cathédrales ont été refusés sans explication de 1820 à aujourd'hui. De rares exceptions aux interdictions d'excavation lors de réparations d'urgence des fondations, suivies d'un recèlement immédiat et d'une suppression de documentation. Les entrepreneurs tenus de signer des accords de non-divulgation. Pourquoi des accords de non-divulgation pour des réparations de fondations de cathédrales? Que trouvent-ils qui nécessite le silence?
Les structures enterrées prouvaient la sophistication architecturale de la civilisation tartare. Systèmes énergétiques intégrés à plusieurs niveaux, pas de construction médiévale primitive, l'enterrement délibéré démontrait la campagne d'effacement systématique de la culture successeur post-discontinuité. Le récit historique faux nécessitait la dissimulation physique des preuves contradictoires. La suppression en cours prouve le maintien actif de la tromperie historique. Les refus d'excavation d'aujourd'hui, la classification de documentation actuelle, pas l'histoire ancienne, suppression active, présente. Qu'est-ce qui se trouve encore sous nos villes? Quelles autres preuves restent enterrées, scellées, retirées? Ces cathédrales n'ont pas été construites par nous, elles ont été héritées par nous. Et tout ce qu'on nous a enseigné sur leur construction, sur notre histoire, est une fabrication conçue pour cacher une simple vérité. Nous n'avons pas inventé cette technologie, nous l'avons simplement dégradée. La vraie question n'est pas qui a construit ces cathédrales, c'est ce qui est arrivé à la civilisation qui l'a fait, et pourquoi quelqu'un a besoin que nous oublions qu'elle a jamais existé. Parce que si c'est ce qui a survécu sous une cathédrale, imaginez ce qui dort encore sous les autres.